Quand mon petit-fils Raphaël est remonté de l'escalier de la cave, j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle comme de la cire, et ses mains tremblaient en serrant son téléphone si fort que ses jointures étaient blanches. « Grand-père, il faut qu'on sorte de cette maison tout de suite. » Sa voix était basse, contenue, mais avec un tremblement de peur que je n'avais jamais entendu. « Qu'est-ce qui se passe, mon garçon ?» ai-je demandé sans comprendre. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, la respiration courte. « S'il te plaît, grand-père, fais-moi confiance. Prépare un sac, juste l'essentiel. On doit partir. » Moins de 20 minutes plus tard, nous étions sur la route, laissant derrière nous la maison où j'avais vécu plus de 40 ans. Ce n'est qu'après que j'ai découvert la vérité. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. On adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Louis Martin, j'ai 70 ans et je vis seul depuis que ma femme Antoinette est décédée il y a 6 ans. Notre maison se trouve dans un quartier tranquille d'une petite ville en Bretagne, avec un jardin qu'Antoinette cultivait avec passion pendant des décennies, des lavandes et des rosiers typiques de notre région. Je m'y suis toujours senti en sécurité, protégé par ces murs qu'Antoinette et moi avions construits ensemble. Elle était une artisane, une femme qui croyait que chaque clou, chaque planche, chaque poutre devait être posée avec précision et soin. Une maison bien construite protège sa famille, disait-elle souvent. Nos 2 enfants, Charles et Marie, ont grandi dans cette maison. Charles a suivi les traces de sa mère et est devenu ingénieur en bâtiment. Marie a choisi le droit, se spécialisant en droit immobilier. Tous 2 ont bâti leur propre vie, leur propre maison, leur propre famille. Charles a eu 2 enfants, Raphaël et Julie. Raphaël, l'aîné, a hérité de la passion de sa grand-mère pour la construction. À 28 ans, il avait déjà sa propre entreprise de rénovation. Ces derniers mois, je me suis senti bizarre. Je me réveillais avec des maux de tête persistants, des nausées qui m'empêchaient de manger plus qu'un croissant et un vertige constant qui me forçait à m'accrocher aux meubles pour marcher dans la maison. Le médecin a dit que c'était normal pour mon âge. « Votre corps change, monsieur Martin. On va ajuster vos médicaments. » Mais les nouveaux remèdes n'ont pas aidé. Au contraire, je semblais m'affaiblir de plus en plus. J'ai perdu du poids. Mon visage dans le miroir paraissait plus pâle et plus vieux chaque jour. Charles a commencé à venir plus souvent, apportant de la nourriture que je pouvais à peine avaler et vérifiant les systèmes de la maison. « Je rends tout plus efficace pour toi, papa, » expliquait-il en scellant d'anciennes sorties d'air et en installant un nouveau détecteur de monoxyde de carbone. « Ça réduira tes factures de chauffage. » Marie passait aussi régulièrement, toujours avec des documents à signer. « Juste des mises à jour du testament, papa, » disait-elle avec un sourire rassurant. « C'est important de tout garder en ordre, surtout maintenant. » Ce matin d'octobre, Raphaël est arrivé à l'improviste. Il venait moins souvent depuis qu'il s'était disputé avec son père sur une affaire de l'entreprise. J'ai ouvert la porte et l'ai vu là, avec sa boîte à outils, la même qui avait appartenu à Antoinette. « Bonjour, grand-père » a-t-il dit en souriant, mais son sourire s'est effacé quand il m'a regardé. « Tu n'as pas l'air bien ?»« C'est juste l'âge » ai-je répondu en le faisant entrer. « Qu'est-ce qui t'amène ?»« Je viens vérifier cette fuite à la cave que tu m'as mentionnée au téléphone » a-t-il répondu, posant la boîte sur la table de la cuisine. « Et je me suis dit que je pouvais jeter un œil général à la maison aussi. » J'ai hoché la tête, reconnaissant pour son aide. Raphaël a toujours été attentionné, et depuis la mort de sa grand-mère, il semblait sentir une responsabilité particulière envers moi. Il ressemblait tellement à Antoinette, non seulement physiquement, avec le même menton fort et les mêmes yeux bruns observateurs, mais aussi dans sa manière méticuleuse d'aborder son travail. « Le café est prêt » ai-je offert, mais mon estomac s'est retourné rien qu'à l'idée d'en boire. « Grand-père, tu manges correctement ?» a-t-il demandé, inquiet. « Quand je peux » ai-je répondu honnêtement. « Mon estomac est barbouillé. » Raphaël a froncé les sourcils, mais n'a pas insisté.
Il a pris sa boîte et est descendu à la cave. Je suis resté dans la cuisine, essayant de me forcer à boire un peu de thé. Par la fenêtre, je voyais le châtaignier qu'Antoinette avait planté quand Charles est né. Maintenant majestueux, ses feuilles commençaient à dorer avec l'automne. Le temps passait et Raphaël ne remontait pas. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé son nom de la porte de la cave, mais pas de réponse. J'étais sur le point de descendre quand j'ai entendu ses pas dans l'escalier. Quand il est émergé, j'ai été choqué par son apparence. Il était couvert de poussière, avec des traces de sueur sur le front, malgré le froid d'octobre. Mais c'est son visage qui m'a effrayé. Un mélange de colère, de peur et d'incrédulité. « Grand-père » a-t-il dit, la voix contenue et tremblante. « Qui a fait des travaux dans la maison récemment ?»« Ton père » ai-je répondu. Il vient régulièrement pour améliorer l'efficacité énergétique. Pourquoi? Raphaël est resté immobile un moment, puis a lentement posé son téléphone sur la table de la cuisine et l'a poussé vers moi. Il faut que tu vois ça, a-t-il dit. Sur l'écran, une série de photos prises à la cave, des tuyaux, des fils et une petite boîte métallique connectée à ce qui semblait être la conduite de gaz principale de la maison. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, confus. « C'est un système pour libérer du monoxyde de carbone dans ta chambre, » a-t-il dit, la voix basse mais intense. « C'est connecté au chauffage. Quand le chauffage s'allume la nuit, de petites quantités de gaz sont libérées. » J'ai été paralysé, incapable de comprendre. « Ça ne peut pas être vrai, » ai-je murmuré. « Il doit y avoir une erreur. »« Il n'y a pas d'erreur, grand-père. » Raphaël a glissé vers une autre photo, montrant une section de mur. « Regarde, ces sorties d'air scellées. Elles sont fermées stratégiquement pour concentrer le gaz dans ta chambre. » Et ça, il a montré une autre photo. C'est ton détecteur de monoxyde de carbone. Il a été saboté pour ne pas fonctionner. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Mais qui ferait ça et pourquoi? Raphaël a pris une profonde inspiration, comme s'il se préparait à dire quelque chose de terrible. Grand-père, tes symptômes, maux de tête, nausées, vertiges, sont tous des signes d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Quelqu'un essaie de te tuer lentement en faisant passer ça pour une mort naturelle due à l'âge. Le monde s'effondrait autour de moi. Les murs de la cuisine, si familiers, semblaient soudain menaçants. Le sol sous mes pieds paraissait instable. « Ton père » ai-je chuchoté. « Tu dis que Charles a fait ça. » « Il est le seul à avoir fait des modifications à la maison, » a répondu Raphaël, me tenant les mains. « Et il a les connaissances techniques pour ça. Grand-père, il faut qu'on sorte d'ici maintenant. Prépare un petit sac, juste l'essentiel. On ne dit à personne où on va. »« Mais c'est ma maison, » ai-je protesté faiblement. « Antoinette l'a construite. »« Elle n'est plus sûre, » a interrompu Raphaël doucement mais fermement. « S'il te plaît, fais-moi confiance. » Quelque chose dans l'intensité de ses yeux, si semblables à ceux d'Antoinette, m'a convaincu. J'ai hoché la tête lentement et me suis levé, m'appuyant sur la table pour m'équilibrer. Préparer le sac a été un cauchemar brumeux. Mes mains tremblaient en mettant quelques vêtements, mes médicaments et la photo d'Antoinette que je gardais sur la table de chevet dans une petite valise. Raphaël me pressait gentiment, vérifiant constamment par la fenêtre, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un arrive à tout moment. « Prêt ?» a-t-il demandé quand je suis revenu au salon avec la valise. « Ne dis à personne où on va. Ne réponds pas au téléphone si tes enfants appellent. » En montant dans son camion, j'ai regardé une dernière fois ma maison. 43 ans de souvenirs, élever des enfants, vieillir avec Antoinette, affronter les tempêtes. Et maintenant, tout était souillé par quelque chose de monstrueux. Raphaël a conduit pendant presque 1 heure, vérifiant occasionnellement le rétroviseur. Mon téléphone a sonné plusieurs fois dans mon sac, le nom de Charles clignotait sur l'écran. Chaque fois, Raphaël secouait la tête et je laissais aller en messagerie. « Où on va ?» ai-je demandé enfin quand le silence est devenu insupportable. « Un hôtel pour l'instant » a-t-il répondu. « Il faut s'éloigner et réfléchir à la suite. » Raphaël, tu crois vraiment que ton père, que Charles... Je n'arrivais pas à finir la phrase. L'idée que mon propre fils veuille me tuer était impensable.
Raphaël a serré le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je ne veux pas y croire, grand-père, mais les preuves sont là. Ce système ne s'est pas installé tout seul, et papa est le seul à avoir fait des améliorations à la maison ces derniers mois. Nous sommes arrivés à un petit hôtel de bord de route, le genre d'endroit où on ne pose pas trop de questions. Raphaël a payé en liquide pour une nuit, en utilisant seulement son prénom. Dans la chambre simple, je me suis assis au bord du lit, épuisé et désorienté, tandis qu'il fermait les rideaux et vérifiait la serrure de la porte. « Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé », a-t-il dit, s'asseyant sur l'unique chaise de la chambre, « et qu'on comprenne pourquoi il ferait ça. » Cette nuit-là, aucun de nous n'a dormi. Raphaël cherchait sur son ordinateur portable, tandis que je fixais le plafond, essayant de comprendre comment ma vie avait basculé en un seul jour. Le matin, Raphaël avait quelques réponses. « L'entreprise de papa est en faillite », a-t-il dit, me montrant des articles en ligne. « Ils ont perdu un gros contrat il y a 6 mois et ont licencié des employés depuis. »« Charles ne m'a jamais parlé de problèmes financiers », ai-je dit, essayant d'absorber cette nouvelle information. « Il ne l'aurait dit à personne », a répondu Raphaël. « Il a toujours été trop fier, mais il y a plus. » Il a cliqué sur une autre page. « Sa maison avec maman est en retard sur l'hypothèque. Il pourrait tout perdre. Et il y a autre chose. » Il a hésité. « Quoi ?» ai-je pressé. « Tante Marie t'a fait signer des documents, non ?» Quand j'ai hoché la tête, il a continué. « J'ai accédé à ses emails. Elle et oncle Paul ont des problèmes aussi. La clinique médicale de Paul est criblée de dettes et ils viennent de recevoir un avis d'exécution hypothécaire pour leur maison de vacances en Provence. » J'ai senti un frisson dans le dos. « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Ta maison, grand-père, » a répondu Raphaël doucement. « Elle est entièrement payée et vaut plus d'1 million maintenant, avec tout le développement du quartier. Si tu mourais de cause apparemment naturelle, papa et Marie se partageraient tout. » La chambre a tourné autour de moi. J'ai dû m'accrocher au bord du lit pour me stabiliser. « Mes propres enfants », ai-je chuchoté, essayant de me tuer pour de l'argent. Raphaël s'est levé et s'est assis à côté de moi, passant un bras autour de mes épaules. « Je suis désolé, grand-père. J'aurais voulu me tromper. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui s'emballait. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il nous faut plus de preuves, » a dit Raphaël, déterminé. « Quelque chose de concret pour la police. Tu as déjà les photos du dispositif ? » « Oui, mais il en faut plus. Il faut retourner à la maison. »« Non !» ai-je exclamé, la peur m'envahissant. « C'est trop dangereux. »« Fais-moi confiance, grand-père, » a-t-il dit, les yeux sérieux. « J'ai un plan. » L'après-midi suivant, nous nous sommes garés à un pâté de maison de ma maison. Le camion de Charles était dans l'allée. « Il est là », ai-je chuchoté, la peur serrant ma gorge. « C'est exactement ce qu'on veut », a répondu Raphaël, surprenant. « On attend. » Après 1 heure d'observation silencieuse, une autre voiture est arrivée. La berline noire de Marie, suivie du SUV de Paul, son mari. Ils étaient tous réunis dans ma maison sans moi. « Qu'est-ce qu'ils font là ?» ai-je demandé. « Ils ont probablement réalisé qu'on a disparu et essaient de savoir ce qu'on sait, » a répondu Raphaël. Il a sorti son téléphone de sa poche. « Je vais m'approcher pour écouter. Toi, reste ici, verrouillé. »« Non, Raphaël, c'est dangereux. »« Fais-moi confiance, » a-t-il répété. « Je reste juste dans les buissons sous la fenêtre de la cuisine. J'entendrai tout de là. » J'ai regardé, le cœur dans la gorge, tandis que Raphaël se faufilait dans le jardin, se baissant sous la fenêtre de la cuisine. Il y est resté presque 20 minutes avant de revenir en courant à la voiture. « Il faut partir maintenant, » a-t-il dit, démarrant le moteur rapidement. « Il nous cherche. » Tandis qu'on s'éloignait, Raphaël m'a raconté ce qu'il avait entendu. Charles, Marie et leurs conjoints discutaient frénétiquement de l'endroit où je pouvais être. Charles blâmait Raphaël pour m'avoir mis des idées en tête. Marie s'inquiétait que j'ai découvert le plan. « Le plan ?» ai-je répété. « Donc Marie est impliquée aussi ?»« Tous le sont, » a répondu Raphaël sombrement. « Marie travaille en droit immobilier. Elle sait exactement comment transférer des propriétés rapidement. Paul a des connaissances médicales.
Il a probablement aidé à calculer les doses de gaz pour te rendre malade sans te tuer immédiatement. Et Lucie, la femme de papa, cherchait des ventes rapides d'immobilier. Je suis resté silencieux, essayant de digérer la profondeur de la trahison. Pas seulement Charles, mais Marie aussi. Mes 2 enfants avaient conspiré pour me tuer. Je ne comprends pas, ai-je dit enfin. Pourquoi ne pas demander de l'aide? Orgueil, a interrompu Raphaël. Papa a toujours été le réussi, celui qui avait tout sous contrôle, et maintenant il perd tout. Nous sommes retournés à l'hôtel pour découvrir la voiture de Charles dans le parking. Comment nous ont-ils trouvés? Ai-je chuchoté, terrifié. Ils ont dû tracer mon téléphone, a répondu Raphaël, reculant rapidement. Il faut aller ailleurs. Nous avons conduit des heures, ne nous arrêtant que pour faire le plein et acheter des croissants. Quand nous nous sommes enfin arrêtés dans un autre hôtel, dans une autre ville, il était presque minuit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé, épuisé et désorienté. On va à la police, a répondu Raphaël, déterminé. J'ai les photos, j'ai des enregistrements de leurs conversations. C'est suffisant pour lancer une enquête. Mais quand nous nous sommes réveillés le lendemain matin, prêts à aller au commissariat, nous avons découvert que nous n'étions pas seuls. Dans le parking, il y avait la voiture de Marie, et à côté, celle de Charles. Ils nous ont retrouvés, a dit Raphaël me tirant en arrière dans la chambre. « Grand-père, reste ici, verrouille derrière moi. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé, agrippant son bras. « Je vais les confronter, a-t-il répondu, avec une détermination qui me rappelait tellement Antoinette que ça faisait mal. Il est temps d'en finir. J'ai regardé par la fenêtre, tandis que Raphaël marchait vers le parking où Charles et Marie se tenaient près de leur voiture, discutant tendus. Quand ils l'ont vu, ils se sont arrêtés et tournés vers lui. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais je voyais par le langage corporel que la conversation s'échauffait. Charles pointait du doigt Raphaël, le visage rouge de colère. Marie semblait essayer de les calmer, regardant nerveusement autour. Soudain, Charles a poussé Raphaël violemment, le faisant trébucher en arrière. Mon cœur s'est presque arrêté. Avant que je puisse réagir, j'ai vu Paul sortir de derrière une voiture, tenant ce qui ressemblait à une barre ou un tuyau. La peur m'a paralysé un moment, puis m'a fait agir. J'ai pris mon téléphone et composé le 17 avec des doigts tremblants. « Urgence, quel est votre problème ?»« S'il vous plaît, vite !» ai-je chuchoté. « Mon petit-fils est attaqué dans le parking de l'hôtel Route 66 sur l'avenue principale, 1432. Mon fils et ma fille essaient de lui faire du mal. Venez vite !» Tandis que je parlais, j'ai vu Paul s'approcher de Raphaël par derrière. Il a levé la barre. « Non !» ai-je crié, même s'il ne pouvait pas m'entendre. J'ai lâché le téléphone et couru vers la porte. Quand je suis arrivé au parking, Raphaël était au sol, se tenant la tête. Paul était au-dessus de lui, la barre levée à nouveau. Charles et Marie regardaient, immobiles. « Arrêtez !» ai-je crié en courant vers eux. « La police arrive !» Charles s'est tourné vers moi, surpris. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas du regret, mais du calcul. « Papa !» a-t-il dit, forçant un sourire. « Enfin, on était si inquiets. »« Éloignez-vous de lui !» ai-je ordonné, m'agenouillant près de Raphaël. Du sang coulait d'une coupure sur son front. « C'est un gros malentendu !» a dit Charles doucement. « Raphaël t'a rempli la tête d'histoires folles. Il a besoin d'aide psychiatrique. »« J'ai vu le dispositif à la cave, » ai-je répondu, aidant Raphaël à s'asseoir. « J'ai vu le monoxyde de carbone. » Le visage de Charles a changé, le masque d'inquiétude tombant. « Tu ne comprends pas ce qu'on traverse. »« Alors explique-moi, » ai-je défié, me levant pour le facing. « Explique pourquoi mes propres enfants ont essayé de me tuer. » C'est Marie qui a avancé, son visage un mélange de honte et de détermination froide. « Ce n'était pas pour te faire souffrir, papa. Tu ne te serais simplement pas réveillé un jour, ça aurait été rapide, sans douleur. » La froideur dans sa voix m'a choqué plus que ses mots, comme si ma vie n'était qu'un obstacle gênant. « Pourquoi ?» ai-je demandé, les regardant tour à tour.
Pour l'argent, Charles a tout perdu, a dit Marie, regardant son frère. L'entreprise fait faillite, la maison est saisie, et Paul, elle a regardé son mari, a besoin d'une chirurgie coûteuse que l'assurance ne couvre pas. On est désespéré. Vous auriez pu demander de l'aide, ai-je chuchoté. J'aurais fait n'importe quoi. Ça n'aurait pas suffi, a interrompu Charles. Il nous faut vendre ta maison. C'est le seul moyen. Le son des sirènes au loin nous a fait tous regarder vers la rue. Charles s'est tourné vers moi, les yeux pleins d'une rage froide. Tu as appelé la police contre ta propre famille? Vous n'êtes plus ma famille, ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma voix. Vous avez renoncé à ce droit quand vous avez décidé que ma vie valait moins que de l'argent. Charles a fait un pas vers moi, mais Raphaël s'est levé, chancelant légèrement. Ne t'approche pas de lui, a-t-il averti. Les sirènes étaient plus fortes maintenant. Charles a regardé frénétiquement autour, puis vers Marie et Paul. Il faut partir d'ici, a-t-il dit urgemment. Trop tard, a répondu Raphaël, s'appuyant sur mon bras. C'est fini. 2 voitures de police sont entrées dans le parking, lumière clignotante. Charles a fait une dernière tentative, désespérée. « Papa, s'il te plaît, on est ta famille. Ne nous fais pas ça. » J'ai regardé le visage de l'homme que j'avais élevé, que j'avais bercé dans mes bras, à qui j'avais appris à marcher, et je n'y ai vu rien du garçon que j'avais connu. « Vous vous l'êtes fait à vous-même, » ai-je répondu, me tournant vers les policiers qui approchaient. Les jours suivants ont été un tourbillon interminable de dépositions, d'examens et de questions. La police a fouillé ma maison et a trouvé exactement ce que Raphaël avait documenté. Un système sophistiqué, conçu pour libérer du monoxyde de carbone dans ma chambre pendant mon sommeil. Le détecteur avait été saboté. Ils ont trouvé des emails et des SMS entre Charles, Marie et leurs conjoints discutant du plan et de la valeur de ma maison. Le procureur a dit que c'était un dossier solide. Tentative d'homicide prémédité et complot. Charles, Lucie, Marie et Paul ont tous été arrêtés et attendaient leur procès. Je suis resté temporairement chez Raphaël, incapable de retourner chez moi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage froid de Charles, j'entendais la voix calculatrice de Marie. Comment mes propres enfants avaient-ils pu me trahir si complètement? « Tu vas témoigner ?» m'a demandé Raphaël un soir, pendant qu'on dînait dans son petit appartement. J'ai regardé par la fenêtre vers la ville inconnue dehors. Ai-je le choix? Il y a toujours un choix, grand-père, a-t-il répondu doucement. Tu n'as pas à le faire si c'est trop douloureux. J'ai pensé à Antoinette, à comment elle valorisait l'honnêteté par-dessus tout. Je témoignerai, ai-je décidé, pour la vérité. Le procès a été plus rapide que prévu. Les preuves étaient accablantes. Le juge m'a permis de parler pendant la sentence. Ce sont mes enfants, ai-je dit, regardant directement Charles et Marie. Je les ai portés, nourris, appris à marcher et à parler. J'ai sacrifié pour eux, les ai aimés inconditionnellement. Et en retour, ils ont transformé la maison que leur mère a construite en un piège mortel. Ils ont transformé leur amour en trahison. Charles fixait la table. Marie pleurait silencieusement. Mais je ne suis pas la seule victime ici, ai-je continué. Ils ont aussi trahi leur mère, qui a travaillé toute sa vie pour leur donner un foyer sûr. Ils ont trahi leurs propres enfants, en leur apprenant que la vie humaine vaut moins que l'argent. J'ai regardé Raphaël, assis au premier rang. Mais tout n'est pas perdu. Mon petit-fils, qui porte l'héritage de sa grand-mère non seulement dans ses compétences, mais dans son caractère, m'a sauvé la vie. Il a prouvé que l'honnêteté et l'intégrité qu'Antoinette valorisait survivent en lui. La sentence est tombée rapidement. Charles a écopé de 15 ans pour tentative d'homicide et complot. Marie, 12 ans. Paul et Lucie, 8 ans chacun. Je les ai regardés être emmenés menottés, sentant un vide que je n'avais jamais imaginé possible. Raphaël m'a ramené à son appartement. Je me suis assis sur le canapé, épuisé émotionnellement et physiquement. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, grand-père » a-t-il demandé, s'asseyant à côté de moi. J'ai regardé par la fenêtre vers la ville qui n'était pas la mienne. Je ne sais pas, je ne peux pas retourner à la maison.
Tu peux venir vivre avec moi, a-t-il offert. J'ai souri faiblement. Tu es jeune, Raphaël. Tu as besoin de ta propre vie, pas d'un grand-père à soigner. Et si on te trouvait un endroit près de moi? Un petit appartement, facile à entretenir? L'idée avait du mérite. Un nouveau départ, loin des souvenirs empoisonnés de la vieille maison. Peut-être, ai-je convenu, mais d'abord, il faut que je retourne une dernière fois. Il y a des choses que je veux prendre. 2 jours plus tard, Raphaël m'a ramené à la maison. Entrer a été plus dur que prévu. Chaque pièce contenait des souvenirs, certains bons, d'autres maintenant souillés par la trahison. Dans ma chambre, je me suis arrêté à la porte, incapable d'entrer. Je ne pourrai plus dormir ici, ai-je dit à Raphaël, sachant ce qu'ils avaient plané. Tu n'as pas à le faire, a-t-il répondu doucement. J'ai déjà pris les choses que tu voulais. Dans la cuisine, j'ai touché les étagères qu'Antoinette avait construites. Ses doigts avaient façonné ce bois, poncé ses bords. Ce travail avait survécu à elle, pour être perverti par nos propres enfants. Elle serait si déçue, ai-je chuchoté. Raphaël a hoché la tête, comprenant immédiatement. Grand-mère valorisait la famille par-dessus tout. Elle serait fière de toi, ai-je répondu regardant mon petit-fils, pour m'avoir sauvé, pour avoir fait ce qui est juste, même si c'était si dur. J'ai regardé par la fenêtre le châtaignier qu'Antoinette avait planté quand Charles est né. Ses feuilles dorées brillaient au soleil d'automne. Je vais vendre cette maison, ai-je décidé. Je ne peux pas la garder en sachant ce qui s'est passé ici. Tu es sûr? A demandé Raphaël. C'est ta maison. Grand-mère l'a construite pour toi. Ce n'est plus qu'une maison maintenant, ai-je répondu. Les valeurs qu'Antoinette y a mises, sécurité, protection, amour, ont été corrompues. Mais ces valeurs survivent en toi, Raphaël, et c'est ça qui compte. Une semaine plus tard, j'ai mis la maison en vente. L'agent immobilier a dit que le marché était chaud. Beaucoup de jeunes familles cherchaient dans le quartier. Je ne lui ai pas raconté l'histoire sinistre derrière la vente. Raphaël m'a aidé à trouver un petit appartement à quelques rues du sien. C'était au rez-de-chaussée, avec un petit jardin où je pouvais cultiver des lavandes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sûr et à moi. Les semaines sont devenues des mois. Les médias locaux ont brièvement couvert l'affaire des enfants qui avaient tenté de tuer leur père pour l'héritage. Mais d'autres histoires ont pris la place. La maison a été vendue à une jeune famille avec 2 petits-enfants. Je ne leur ai pas parlé du dispositif à la cave ou des nuits que j'y avais passées malade. La police avait tout enlevé et la maison était sûre à nouveau. Dans mon nouvel appartement, j'ai créé une routine. Jardinage le matin, lecture l'après-midi et parfois une promenade jusqu'à un petit café voisin pour un espresso. Raphaël venait dîner 2 fois par semaine, parfois avec sa petite amie Laura, une architecte aux yeux gentils et au sourire facile. C'est lors d'un de ces dîners que Raphaël a annoncé « Grand-père », a-t-il dit, tenant la main de Laura. « On a acheté un terrain. On va construire notre propre maison. » « C'est merveilleux, ai-je répondu, sincèrement heureux pour eux. « Et je voulais te montrer les plans, » a-t-il continué, déroulant des blueprints sur la table, « parce qu'on a intégré des éléments que grand-mère utilisait dans la maison ancienne. » J'ai regardé les dessins, reconnaissant immédiatement certains aspects, la disposition du salon, le design des étagères encastrées, le type de finition sur les encadrements de portes. Je voulais honorer l'héritage de grand-mère, a expliqué Raphaël. La façon dont elle construisait, avec soin et attention aux détails. Laura a aidé à moderniser le design, mais on a gardé les principes qu'elle valorisait. J'ai touché le papier doucement, traçant les lignes du doigt. Antoinette disait toujours qu'une maison bien construite protège sa famille, ai-je murmuré. Et c'est ce qu'on construit, a dit Laura, souriant. Un endroit sûr, comme elle l'aurait fait. À ce moment, j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas eue depuis longtemps, l'espoir. Malgré tout ce qui s'était passé, le vrai legs d'Antoinette continuait, non dans les murs de la vieille maison, mais dans les mains et le cœur de son petit-fils. Les mois ont passé et ma nouvelle vie a pris forme. Le printemps est arrivé, apportant des fleurs à mon petit jardin. Ma santé s'est améliorée, les maux de tête ont disparu.
J'ai repris du poids et pouvais marcher sans m'accrocher aux meubles. C'était comme se réveiller d'un long cauchemar. Une matinée d'avril, j'ai reçu une lettre de la prison avec le nom de Charles comme expéditeur. J'ai fixé l'enveloppe longtemps, incapable de l'ouvrir. Finalement, je l'ai rangée dans un tiroir sans la lire. La semaine suivante, une lettre de Marie est arrivée. Je l'ai laissée fermer aussi. « Tu ne vas pas les lire ?» m'a demandé Raphaël quand je lui en ai parlé. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas prêt à entendre ce qu'ils ont à dire. Il a hoché la tête, compréhensif. « Pas de presse, grand-père. Tu ne leur dois rien. » Il y avait des jours où je me surprenais à penser comment on en était arrivé là. Comment mes enfants, que j'avais élevés pour être honnêtes et compatissants, avaient pu se transformer en personnes capables d'une telle trahison. J'essayais de me rappeler des signes que j'aurais pu manquer, des moments de cruauté ou d'égoïsme quand ils étaient jeunes qui auraient pu prédire ce qu'ils feraient. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de signes évidents. Charles et Marie étaient des enfants normaux, devenus des adultes ambitieux. Peut-être était-ce ça, la croyance que le succès matériel était plus important que l'intégrité ou simplement le désespoir face à l'échec financier. En juin, la construction de la maison de Raphaël et Laura avançait bien. Ils m'emmenaient régulièrement voir le progrès. Raphaël avait pris en charge beaucoup du travail manuel, comme Antoinette l'aurait fait. Je l'observais installer des encadrements de portes avec la précision méticuleuse qu'il avait apprise de sa grand-mère. Elle serait si fière, ai-je dit quand Raphaël a fini d'installer une série d'étagères dans le salon. J'essaie de me demander ce qu'elle ferait à chaque étape, a-t-il répondu, passant la main sur le bois. Comment elle résoudrait chaque problème? Ce jour-là, en rentrant à mon appartement, j'ai trouvé une autre lettre de Charles qui m'attendait. Cette fois, quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. « Cher papa, commençait-elle, je ne sais pas si tu lis ces lettres, mais je continue d'écrire dans l'espoir qu'un jour tu le fasses. J'ai passé beaucoup de temps à penser comment on en est arrivé là, comment ton fils, que tu as élevé avec tant d'amour, a pu te trahir si complètement. J'ai fait une pause, respirant profondément pour contrôler les larmes qui menaçaient. J'ai continué. Je n'ai pas d'excuses, juste des explications, si tu veux les entendre. Quand l'entreprise a commencé à couler, j'ai essayé de cacher à tout le monde. Je pensais pouvoir m'en sortir seul, mais les dettes se sont accumulées. La maison allait être saisie. Lucie et moi, on se disputait constamment sur l'argent. C'est là que Marie a mentionné ta maison, combien elle valait maintenant. Les mots nageaient devant mes yeux. Au début, on parlait juste de te convaincre de vendre et de partager l'argent, mais on savait que tu ne vendrais jamais. C'était la maison de maman où vous aviez vécu ensemble. Puis l'idée est venue. Si tu mourais de cause naturelle, la maison serait à nous. L'idée était monstrueuse, mais quand tu es désespéré, le monstrueux commence à sembler acceptable. J'ai laissé tomber la lettre sur mes genoux, incapable de continuer. Comment quelqu'un en arrive-t-il là? Comment le désespéro financier peut-il tordre la moralité à ce point? J'ai repris la lettre, me forçant à finir. Je n'attends pas ton pardon, papa. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je regrette profondément, non seulement d'avoir été pris, mais pour la personne que je suis devenue, la personne qui a trahi tout ce que toi et maman m'avaient enseigné. Je suis désolé. Ton fils, Charles. Les larmes que j'avais retenues coulaient librement maintenant. Ce n'étaient pas des larmes de réconciliation ou de pardon, mais de deuil pour le fils que j'avais perdu, pour la relation qui ne serait plus jamais la même, pour la confiance irrémédiablement brisée. Dans les jours suivants, j'ai ouvert les autres lettres. Marie exprimait aussi du regret. Elle parlait de comment Paul avait besoin de traitements coûteux et comment l'idée du plan était venue lors d'une conversation désespérée avec Charles. Ces mots semblaient sincères, mais il y aurait toujours un doute. Était-il vraiment repentant ou regrettait-il juste d'avoir été découvert? « Tu vas répondre » m'a demandé Raphaël quand je lui ai parlé des lettres. « Je ne sais pas encore » ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi veut comprendre comment ils en sont arrivés là. Une autre a peur d'ouvrir cette porte. « Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai » a-t-il dit, serrant ma main.
Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat que j'avais engagé pour vendre la vieille maison. L'acheteur avait des questions sur la propriété et voulait me rencontrer. J'ai accepté à contre-cœur. La réunion a été fixée dans un café neutre au centre-ville. Raphaël a insisté pour m'accompagner, toujours protecteur. L'acheteur, un homme nommé Michel, était là avec sa femme Anna et 2 petits-enfants. « Monsieur Martin », a-t-il dit, me serrant la main chaleureusement. « Merci d'être venu. On a quelques questions sur la maison. Rien de grave, juste de la curiosité sur son histoire. » Je me suis assis, mal à l'aise. Que pouvais-je dire? Que mes propres enfants avaient transformé la maison en piège mortel? Qu'aimeriez-vous savoir? Ai-je demandé prudemment. On a remarqué des caractéristiques uniques, a expliqué Anna. Les étagères encastrées, le travail du bois, c'est original? Oui, ai-je répondu, un nœud dans la gorge. Ma femme Antoinette a construit une grande partie de la maison de ses propres mains. Elle était charpentière? A demandé Michel intéressé. Oui, elle croyait qu'une maison devait être construite pour durer des générations. Le fils aîné, un garçon d'environ 8 ans, m'a regardé avec des yeux curieux. « Vous avez vécu là longtemps ?»« 43 ans, ai-je répondu, depuis avant la naissance de votre père. »« Pourquoi vous vendez ?» a-t-il demandé innocemment. Un silence est tombé sur la table. Raphaël s'est tendu à côté de moi. Comment expliquer la vérité à un enfant? Parfois, ai-je répondu enfin, choisissant mes mots avec soin, une maison garde beaucoup de souvenirs. Certains bons, d'autres difficiles. Il est arrivé un moment où j'avais besoin d'un nouveau départ. Les parents ont échangé des regards, sentant qu'il y avait plus, mais ont respecté ma vie privée. La maison a besoin de réparation, a dit Michel, changeant de sujet. Surtout le système de chauffage. On a trouvé des modifications étranges à la cave. Mon cœur s'est accéléré. La police n'avait pas tout enlevé. Quel genre de modification? A demandé Raphaël, la voix contrôlée mais tendue. On dirait que quelqu'un a fait des changements amateurs sur le système de gaz, a expliqué Michel. On a déjà appelé un technicien pour tout normaliser. On était juste curieux si vous saviez. J'ai regardé Raphaël et il a hoché la tête légèrement. Mieux valait dire une version éditée de la vérité. Mon fils a essayé de faire des améliorations, ai-je dit, mais il n'était pas qualifié. Assurez-vous qu'un professionnel inspecte tout soigneusement. Michel a hoché la tête. On le fait déjà. La sécurité d'abord, surtout avec des enfants. En sortant du café, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Cette famille transformerait la maison en quelque chose de nouveau, effaçant les ombres laissées par la trahison de mes enfants. « Tu as bien fait », a dit Raphaël tandis qu'on marchait. Ils avaient besoin de savoir pour se protéger. « J'espère qu'ils seront heureux là-bas », ai-je répondu. « Qu'ils créent de meilleurs souvenirs que les derniers que j'y ai eus. » À l'automne, la maison de Raphaël et Laura était presque prête. Le design mélangeait des éléments traditionnels qu'Antoinette aurait utilisés avec des touches modernes suggérées par Laura. C'était une maison qui regardait vers l'avenir tout en honorant le passé. « On aimerait que tu viennes vivre avec nous quand ce sera fini », a dit Raphaël un jour, me surprenant. « Quoi ?» ai-je demandé, confus. « On a conçu un petit appartement annexe », a expliqué Laura, « avec entrée privée et tout ce dont tu as besoin pour être indépendant, mais connecté à la maison principale. Vous n'avez pas à faire ça, ai-je protesté. Vous êtes jeune, vous voudrez votre intimité, peut-être fonder une famille. C'est précisément pourquoi on te veut près de nous, a interrompu Laura doucement. La famille est importante pour nous, la vraie famille. Les mots m'ont touché profondément. Famille. Un mot qui avait perdu son sens quand mes propres enfants avaient essayé de me tuer, maintenant reconstruit par un petit-fils et sa compagne. « Réfléchis-y », a dit Raphaël. « Pas besoin de décider maintenant. » Ce soir-là, assis seul dans mon petit appartement, j'ai pris l'ancien album photo que j'avais apporté de la maison. Il y avait des photos de Charles et Marie enfants, leurs sourires innocents, leurs petites mains tenant les miennes. Des photos d'Antoinette construisant la maison, son visage concentré, tandis qu'elle mesurait et coupait le bois.
et des photos de Raphaël grandissant. D'abord un bébé dans les bras de Charles, puis un enfant curieux suivant Antoinette dans la maison, apprenant à utiliser les outils, absorbant les valeurs que ses propres parents avaient rejetées. En novembre, j'ai fait ma première visite à la prison. Charles paraissait plus vieux, plus maigre, avec des cernes profonds et un regard hanté. « Papa » a-t-il dit, la voix brisée. « Tu es venu ?»« Je suis venu », ai-je répondu simplement. Nous sommes restés silencieux un moment, le poids de tout ce qui s'était passé planant entre nous. « J'ai lu tes lettres », ai-je dit enfin. « Toutes. » Charles a baissé les yeux. « Je suis désolé, papa, plus que je ne peux l'exprimer. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. La question qui m'avait tourmenté pendant des mois. Pourquoi ne pas être venu me voir? Pourquoi ne pas avoir demandé de l'aide? La honte, a-t-il répondu. L'orgueil. Je ne voulais pas admettre que j'avais échoué, que tout ce que j'avais bâti s'effondrait. Alors tu as décidé de me tuer, ai-je dit, les mots durs mais nécessaires. Charles a tressailli comme s'il avait été giflé. Ce n'était pas une décision prise d'un coup. C'était progressif. D'abord, on pensait te convaincre de vendre la maison. Quand il est devenu clair que tu ne le ferais jamais, on a commencé à parler d'alternatives. C'est Marie qui l'a suggéré en premier, mais j'ai conçu le plan. J'ai utilisé mes connaissances techniques pour quelque chose qui paraîtrait naturel. La froideur clinique avec laquelle il décrivait le plan m'a glacé jusqu'aux os. Antoinette serait si déçue, ai-je dit. Je sais, a répondu Charles, les larmes aux yeux. J'ai trahi tout ce qu'elle représentait, tout ce qu'elle m'a enseigné. Pas seulement elle. Tu t'es trahi toi-même, tes propres enfants, ta sœur. Raphaël ne me pardonnera jamais, n'est-ce pas? C'est à lui de décider, ai-je répondu. Il m'a sauvé la vie quand tu as essayé de la prendre. Je suis sorti de la prison, me sentant épuisé mais étrangement plus léger. Il n'y avait pas de pardon encore. Peut-être jamais complètement, mais une sorte de clôture. La vérité avait été dite, les motifs exposés, aussi laids soient-ils. J'ai visité Marie la semaine suivante. Notre conversation a été similaire. Larmes, regrets, explications qui ne justifiaient rien. En sortant, j'ai promis de revenir éventuellement, mais pas bientôt. J'avais besoin de temps. En décembre, la maison de Raphaël et Laura était prête. Ils ont fait une petite fête d'inauguration, juste quelques amis proches et moi. Le petit appartement annexe était prêt aussi, attendant ma décision. J'ai marché dans les pièces, touchant les murs, les étagères, les encadrements de portes. Chaque détail montrait le même soin qu'Antoinette aurait dédié. Dans un coin du salon, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté. Une petite table de chevet que j'ai reconnue immédiatement. « C'est la table de chevet de grand-mère », a expliqué Raphaël, remarquant mon regard. « Celle qu'elle a faite pour votre chambre. J'ai pu la restaurer. » J'ai touché le bois poli, me rappelant Antoinette travaillant dessus dans son atelier, ponçant chaque surface jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement lisse. « Je l'ai mise ici pour que tu décides si tu la veux dans ta chambre, si tu décides de rester avec nous. » a continué Raphaël. J'ai regardé autour de la maison construite avec tant d'amour et de soin, vers le petit-fils qui avait hérité non seulement des compétences de sa grand-mère, mais de son intégrité et de sa compassion, vers Laura qui avait accepté un projet de vie incluant un vieil homme avec une histoire compliquée. Je reste, ai-je décidé, si l'invitation tient toujours. Raphaël a souri. Le même sourire qu'Antoinette avait quand elle finissait un projet particulièrement satisfaisant. Elle a toujours tenu. J'ai emménagé une semaine avant Noël. L'appartement annexe était parfait, petit mais confortable, avec de grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de lumière et une porte connectant à la maison principale quand je voulais de la compagnie. Raphaël avait construit des étagères pour mes livres, un espace pour mes plantes et un petit banc dans le jardin où je pouvais m'asseoir et regarder les saisons changer. Laura avait décoré tout avec des couleurs chaudes et des tissus douillets. La veille de Noël, il neigeait légèrement. Nous nous sommes assis tous les trois à table, la cheminée crépitant dans le salon. Raphaël avait préparé un coq au vin comme Antoinette le faisait.
et Laura avait cuit des madeleines d'après une recette de ma mère que j'avais partagée. « Un toast », a dit Raphaël, levant son verre, « au nouveau début. Et au legs qui perdure », ai-je ajouté, pensant à Antoinette. Après le dîner, tandis que Laura faisait la vaisselle, Raphaël m'a tendu un petit cadeau emballé dans du papier simple. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, surpris. « Quelque chose que j'ai trouvé dans la vieille maison » a-t-il répondu, « entre les murs pendant la démolition de la cave. Je l'ai ouvert soigneusement. C'était un petit carnet en cuir jauni par le temps. » Sur la première page, j'ai reconnu immédiatement l'écriture d'Antoinette. « Pour Louis, mon amour, la maison que j'ai construite n'est que bois et briques. Notre vrai foyer est dans nos cœurs et dans ceux de ceux que nous avons élevés pour valoriser ce qui compte vraiment. Avec amour, Antoinette. » Les larmes sont venues sans avertissement. Le carnet était plein de dessins, de plans de la maison, de détails de charpenterie, et dans les marges, de petites notes sur les décisions prises et pourquoi. Fenêtre plus grande dans la chambre, pour que Louis ait plus de lumière naturelle. Étagère plus basse dans la cuisine, pour qu'il atteigne facilement. Chaque détail pensé avec amour. « Où était-il » ai-je demandé, la voix embarguée. « Dans une petite cavité dans le mur de la cave », a-t-il dit, hésitant. « Près de l'endroit où j'ai trouvé le dispositif, comme si grand-mère était là, témoin. » J'ai serré le carnet contre ma poitrine. « Elle serait si fière de toi, Raphaël, non seulement pour ce que tu construis, mais pour l'homme que tu es. » Au printemps suivant, Raphaël et Laura ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. La nouvelle a apporté une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il y aurait une nouvelle génération, une chance de transmettre les valeurs qui comptaient vraiment. J'ai continué à visiter Charles et Marie en prison, mais moins souvent. Nos rencontres étaient difficiles, pleines de silences inconfortables et de regrets tardifs. Avais-je pardonné? Pas complètement, mais j'apprenais à séparer l'amour que je ressentais encore pour mes enfants de l'horreur de ce qu'ils avaient fait. Une après-midi de juin, je me suis assis sur le banc du jardin, regardant Raphaël travailler à la construction d'une balançoire pour son futur enfant. Ses mouvements étaient précis, chaque mesure vérifiée 2 fois avant de couper le bois. « Elle sera assez solide pour durer des générations », a-t-il dit quand il a vu que je l'observais. « Comme tout ce que tu construis », ai-je répondu. En pensant à tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé qu'Antoinette avait raison dans ses mots dans le carnet. Notre vrai foyer n'était pas de bois et de briques, mais existait dans les valeurs qui survivaient, dans les mains habiles de Raphaël, dans son sens de l'intégrité, dans sa capacité à construire plutôt qu'à détruire. Charles et Marie avaient trahi ces valeurs, transformant le travail d'amour d'Antoinette en arme, mais ils n'avaient pas réussi à détruire son vrai legs. Il continuait, plus fort que jamais, en notre petit-fils. À la fin de l'été, j'ai reçu une lettre inattendue. C'était de Julie, la fille de Charles et sœur de Raphaël. Elle s'était éloignée après avoir découvert ce que son père avait fait, déménageant dans une autre ville et coupant le contact avec la famille. Maintenant, elle écrivait, demandant à me rendre visite. « Bien sûr que tu dois la voir », a dit Raphaël quand je lui ai montré la lettre. Il y avait de la tension dans sa voix. Lui et sa sœur s'étaient éloignés bien avant tout ça. Julie est arrivée un dimanche ensoleillé. Elle était plus mince que dans mes souvenirs, avec des yeux prudents et un sourire hésitant. « Grand-père », a-t-elle dit, m'embrassant timidement. « Tu m'as manqué. »« Toi aussi », ai-je répondu. Elle a regardé autour, admirant la maison de Raphaël. « C'est magnifique, on dirait quelque chose que grand-mère Antoinette aurait construit. »« C'était l'intention », a répondu Raphaël, apparaissant à la porte. Il y a eu un moment de tension. Puis il a traversé la pièce et a embrassé sa sœur. Pendant le déjeuner, Julie nous a raconté sa vie. Un nouveau boulot, un nouveau départ dans une autre ville. Elle a parlé de visiter son père en prison, de la honte qu'elle ressentait pour ce qu'il avait fait. « Comment tu as su où me trouver ?» ai-je demandé. « Papa m'a dit que tu vivais avec Raphaël », a-t-elle répondu. « Il a dit que je devrais vous chercher, que la vraie famille ne devrait pas être détruite par ses erreurs. » Les mots m'ont surpris. Peut-être y avait-il une rédemption pour Charles, un apprentissage tardif sur ce qui comptait vraiment.
Ce soir-là, après le départ de Julie, promettant de revenir, je me suis assis avec Raphaël et Laura sur la terrasse, regardant le coucher de soleil. La main de Laura reposait protectivement sur son ventre déjà visible. « Tu crois que la famille peut guérir après quelque chose comme ça ?» a demandé Raphaël, la voix basse et pensive. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. Certaines blessures sont trop profondes pour cicatriser complètement, mais peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau des ruines, quelque chose de différent mais encore précieux. Comme cette maison, a suggéré Laura. Exactement, ai-je convenu. La vieille maison a été corrompue, mais les valeurs qui la soutenaient, soin, attention aux détails, protection de la famille, ont survécu. Elles ont été transmises à toi, Raphaël, et maintenant, elles le seront à ton enfant. En regardant les étoiles apparaître dans le ciel assombri, j'ai pensé à Antoinette et aux legs qu'elle avait laissés. Ce n'était pas la maison qu'elle avait construite avec tant d'amour, maintenant habitée par des étrangers. C'était quelque chose de plus durable, les valeurs qu'elle avait vécues et enseignées, l'intégrité qu'elle avait démontrée dans chaque morceau de bois qu'elle avait façonné. Mon petit-fils m'avait sauvé non seulement de la trahison de mes enfants, mais de la perte de ce legs. Il avait prouvé que les choses qui comptent vraiment, amour, honnêteté, protection, peuvent survivre même aux pires trahisons. Et peut-être, avec le temps, même Charles et Marie pourraient retrouver ces valeurs, non pour effacer ce qu'ils avaient fait, mais pour reconstruire quelque chose des cendres de leur choix terrible. Le lendemain matin, j'ai pris le carnet d'Antoinette et ajouté mes propres mots sur la dernière page, pour notre arrière-petit-enfant qui arrivera bientôt. Que tu grandisses en sachant qu'une maison n'est pas seulement bois et pierre, mais amour et protection. Que tu hérites de l'habileté de ta bisaïeule dans les mains de ton père et de son intégrité dans ton cœur. Et que tu n'oublies jamais que le vrai legs n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans comment nous vivons et aimons. Avec tout mon amour, bisaïeul Louis. J'ai fermé le carnet, sentant une paix que je n'avais pas eue depuis longtemps. La trahison de mes enfants avait presque me détruit, mais elle avait aussi révélé la vraie force du legs d'Antoinette, non dans la maison qu'elle avait construite, mais dans le petit-fils qu'elle avait inspiré. La vie continue, même après la pire des trahisons. Et parfois, des cendres de la destruction, quelque chose de nouveau et plus fort peut émerger. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce qui vous a laissé bouche bée. Ah, et devenez membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne poste pas ici. Je vous attends là-bas.